Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à l'ENSA pour cette conférence sur André Contamine. Donc ça faisait vraiment sens de parler de cet alpiniste à l'ENSA puisqu'il a été professeur ici dans l'école. Et aussi on en parlait cet après-midi. C'est vrai que c'est un alpiniste connu de ceux qui fréquentent le massif parce que quel que soit son niveau, dès qu'on fait un peu d'alpinisme, on a fait une voie Contamine, mais aussi, contrairement à certains de ses contemporains, Rebuffa, etc., il n'a pas écrit de livre. Donc c'est un alpiniste dont on connaît un peu moins la vie, une vie qui est pourtant assez incroyable. On va le voir tout de suite avec les spécialistes de cet alpiniste. Donc je voulais vous présenter Gilles Modica, qui va animer la conférence ce soir, qui est un journaliste spécialisé dans l'histoire de la montagne, qui écrit pour des magazines, des articles, Montagne Magazine. Il y a aussi beaucoup de ses livres ici qui couvrent l'histoire de l'alpinisme. Mais ce soir, il est spécifiquement ici parce qu'il est commissaire scientifique de l'exposition qui se déroule en ce moment à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine à Chamonix sur l'euphorie des montagnes, André Contamine et l'alpinisme des années 50 à 60. Et justement, je voulais aussi vous présenter Laure Decombe, qui est responsable de la Maison de la Mémoire et du Patrimoine et qui nous parlera en premier lieu quelques minutes de cette exposition. Et le lien avec l'ENSA et cette exposition, c'est qu'on a prêté quelques objets qu'on avait sur André Contamine et cette période-là de l'alpinisme pour cette exposition. Donc, est-ce que Laure, tu peux nous dire quelques mots sur ce qui se déroule en ce moment à la Maison de la Mémoire ? Oui, merci Clémentine. Donc en effet, depuis le mois de décembre dernier, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine présente une exposition temporaire, donc qui va durer jusqu'au 17 septembre, sur André Contamine. Donc la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, c'est un petit lieu dans la rue des Moulins, je ne sais pas si vous le connaissez, où vous pouvez voir régulièrement des expositions sur l'histoire de Chamonix, et qui met souvent en valeur des fonds qui appartiennent notamment aux archives municipales de Chamonix. Et là, c'est le cas puisque le fonds Contamine est conservé par les archives et comporte environ 5000 photographies qui ont été faites par André Contamine au cours de sa vie et qui documentent l'alpinisme des années 50, 60, 70. Et c'est un fonds assez incroyable et vous allez voir, donc la conférence va s'appuyer principalement sur ce fonds photographique. Donc voilà, n'hésitez pas après, si l'échantillon qu'on vous montre là vous a plu, à venir visiter l'exposition, donc qui est ouverte du jeudi au dimanche dans la rue des Moulins. Voilà. Les jours de pluie comme ça, c'est très bien. Même quand il fait soleil. Même quand il fait beau, mais ils sont en montagne. Et je laisse tout de suite la parole à Gilles. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, bonsoir messieurs, dames. Donc, je suis très heureux d'avoir pu participer à cette exposition là sur André Contamine que j'ai connue, mais de très loin, mais qui a représenté pour nous en fait toute une génération, ce qu'on a appelé la génération des années 1920, c'est-à-dire de Lionel Terré, Rebuffa, la grande génération de l'alpinisme classique. Et il a incarné pratiquement pendant 40 ans à l'ENSA en tant que professeur toute cette génération. Donc là, en fait, le fond était assez exceptionnel. Et donc, on l'a trié. On a fait un tri d'une centaine de photos pour l'exposition. On pourrait effectivement la voir. Et par ailleurs, là, on va vous présenter environ 85 photos, pas nécessairement parmi les meilleures, mais enfin parmi les plus représentatives donc de cette période et de ce style d'alpinisme. C'est vrai qu'à partir des années 70, la fin des années 70, l'alpinisme a beaucoup changé, en particulier dans les techniques. Et Contamine a incarné effectivement l'alpinisme classique à la fois en technique rocheuse comme en technique glaciaire. Et surtout par ces différentes voies, en particulier un certain nombre de voies majeures comme la face ouest des Petites Jorasses, qu'on s'empressait de répéter à l'époque, qui pour nous était un peu une des grandes classiques à faire avec avec les voies voisines des Grandes Jorasses. Voilà, alors donc là, nous allons commencer,
On a titré l'exposition « L'euphorie des montagnes », dans la mesure où, à travers toute sa vie, s'exprime le bonheur donc d'être en montagne, une forme d'ivresse, une ivresse lucide, une ivresse contrôlée, et qui lui a permis d'enseigner pendant pas mal d'années, donc pendant pratiquement 4 décennies, et d'ouvrir à l'ENSA et d'ouvrir une 30aine de voies. Là, on a fait une sélection, effectivement, dans ces voies. Alors, la première photo, elle est vraiment intéressante. On voit effectivement le matériel de l'époque. En particulier, moi, ce qui m'a frappé, c'est la corde en chanvre, quand même. Et le baudrier éminemment bricolé avec 2 mousquetons, donc un anneau de corde et probablement en double, et 2 mousquetons au doigt inversé, si on arrive à peu près, oui, effectivement. Et on voit le bonhomme plutôt sympathique. Alors, sur toutes les photos, il est très souriant. Et il était, paraît-il, assez taciturne, voire, on va dire, peu causant, voilà, d'après les témoins, en particulier ceux qui sont passés à l'ENSA. Donc là, c'est une photo qui est prise sur la mer de glace, avec les grandes Jorasses au fond, là, elle est magnifique. Donc je suppose qu'il il s'amuse, là, il saute une crevasse, il bondit, il fait... pour la photo piolet. Alors là, ce qui est le plus frappant en particulier, c'est la longueur du piolet quand même. Alors je ne sais pas si c'est dû à l'angle de la photo, mais là vraiment il a un piolet très très long. Alors ça c'est une photo célèbre, c'est le retour de la cordée Cornuau d'Availle, qui a ouvert la face nord des droites en 6 jours. On avait déclenché les secours, on pensait qu'ils étaient perdus, et là c'est terré donc entre Cornuau à gauche, d'Availle à droite, qui faisait partie d'une caravane de secours, et ils sont au refuge du couvercle. La photo est très belle. Cornuau d'Availle, ils ont ouvert une des plus grandes faces nord du massif, la face nord des droites, qui était considérée un peu comme l'objectif pour tous les grands alpinistes du moment, en particulier pour Terré et pour Contamine aussi. Ouais. Alors Contamine, c'était un excellent ami de Maurice Herzog. Là, ils sont à ski, ils se promènent, une photo assez sympathique. Herzog, il en a été très proche. En particulier, ils ont descendu la face nord du Mont Blanc. C'est pareil, un épisode assez célèbre en 1966 avec Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque était ministre des Finances, et Maurice Herzog. Là, à mon avis, ils font du ski ordinaire. La photo est très souriante, tous les deux. Et Contamine était assez proche des officiels, dans la mesure où ils avaient bien connu, à la grande période, de gens comme Herzog, mais aussi par la suite de Mazot. Et on peut dire qu'il a effectivement, il a eu la médaille d'honneur, en fait, la Légion d'honneur des mains de Mazot en particulier. Il a été récompensé, on va dire à juste titre, pour tout ce qu'il a fait, en particulier dans les secours et pour son travail à l'ENSA. Là, c'est une photo, à l'Aiguille Noire de Petré, c'est au sommet de l'Aiguille Noire de Petré, et vous avez Rébuffat, reconnaissable, au milieu de la photo, et Maurice Baquet à droite. Là aussi, ce qui est sympathique comme photo, c'est que c'est les sacs à dos là qui sont frappants. C'est vraiment le sac à dos élémentaire, c'est la poche brute, on va dire, avec les sangles. Apparemment, c'est de la cordelette. Et Rébuffat, là, il pose, mais il est bien là. Moi, je le trouve très très. Il a une belle expression, voilà. C'est une voie qu'ils ont faite à plusieurs cordées, avec Contamine, entre autres. C'est l'arrêt sud de la Noire, de l'Aiguille Noire de Petré, c'est sur le côté italien du massif du Mont Blanc. Une grande voie rocheuse qui fait environ 100 à 1200 mètres et qui franchit un certain nombre de tours qui étaient à l'époque considérées comme une voie de grande difficulté. Bon, maintenant, c'est une voie, on va dire, plutôt moyenne, on va dire, mais d'escalade, essentiellement rocheuse. Et à gauche, James Couttet. Voilà, tout à fait. Très fort grimpeur, d'accord. Alors là, Lachenal, c'est une photo plutôt sympathique.
Là aussi, le baudrier, bon, il n'y en a pas. La corde, on voit que c'est un peu du bricolage. Il est en train de regarder son premier de cordée, apparemment. Alors lui aussi, donc c'est la fameuse génération, tous nés en 1921. Donc il y avait Rébuffat, Terré, Lachenal à Annecy. Herzog, lui, c'était un peu avant, comme Contamine. C'était des conscrits, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils étaient nés en 1919, l'un comme l'autre, Herzog et Contamine. Là, c'est peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est bien identifiable, peut-être à la suite de la Noire, le même jour, je ne sais pas. En tout cas, on observera aussi l'absence de casque. Voilà. Alors là, c'est une photo de l'ENSA à l'époque, au grand complet. Alors là, honnêtement, pour moi, ça a été difficile d'identifier un peu tous les personnages. Évidemment, Contamine en bas, là. Celui qui tient le grand piolet, c'était le directeur de l'ENSA à l'époque. Juste au-dessus de Contamine, Charlet, qui est reconnaissable entre tous. Et ensuite, donc, debout de gauche à droite, nous avons René Novelle, Gilles Josserand, Henri Thiollière, donc Amand Charlet au centre, très reconnaissable, Lucien Coutet à droite, Léon Coutet, d'accord, Raymond Coutet et Charles Boson à l'extrême droite. Ensuite, assis Yves Paulet-Villard, qui a eu son heure de gloire, qui était très connu à une époque, qui est mort dans une avalanche. C'était un grand spécialiste du ski de randonnée en particulier. Maurice Simon, Totor, directeur du collège. Alors ce fameux Totor, c'était Daniel Stolzenberg, mort au Népal, dans une avalanche. Non, c'est pas Stolzenberg, d'accord. Donc là, il y a une erreur. Donc alors on repart. Assis, Yves Paulet-Villard, Maurice Simon. Non, d'accord, oui, là il y a une erreur. André Contamine, qui est lui reconnaissable. Et à l'extrême droite, Pierre Julien, qui était un grand alpiniste de l'époque, guide également. Totor, directeur du collège. Avec une précision, non, ça ne pouvait pas être Daniel Stolzenberg, c'est beaucoup plus tardif, c'est ça, ouais. D'accord. Qui est mort au Népal au début des années 2000. Voilà. 2015 5, c'est ça, ouais, d'accord. Voilà une photo, l'ENSA au grand complet, là aussi, le piolet, dis donc, il est bien long. Alors la première grande voie ouverte par Contamine, c'est ce qu'on appelle la Contamine Lachenal, face nord du Triolet. C'est une face qui fait entre 7 et 800 mètres, glaciaire. Là, avec le recul glaciaire, je suppose qu'il y a beaucoup moins de sérac. Ce qui a toujours fait comment dirais-je, bon, c'est déjà d'un point de vue esthétique, c'est une face magnifique. La voie classique a été ouverte par des Suisses, Roch et Greloz, dans des conditions assez exceptionnelles, avec beaucoup de neige. C'est une paroi très soutenue, et à gauche des séracs, vous avez ce qu'on appelle la directissime Contamine Lachenal. C'est septembre 1947. Alors là, apparemment, c'est Lachenal dans ses grandes œuvres, dans une traversée. C'est la caractéristique du Triolet, en fait, c'est que c'est une pente très soutenue. Là, pour les connaisseurs, la Contamine Lachenal, il y a des passages à 65 degrés, presque 70 degrés, alors que la voie classique, c'est entre 55 et 60. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la technique glaciaire de l'époque, c'est-à-dire d'abord ils avaient qu'un piolet, ensuite ils essayaient de faire mordre toutes les pointes de leurs crampons. Ce qu'il faut savoir, que c'est Contamine, pour cette voie particulièrement, avait fait fabriquer des crampons à 12 pointes, avec des pointes avant. Donc en fait, il a fait une partie de la voie en toute pointe et en pointe avant. Et ils étaient en alternance, Contamine et Lachenal. Tous les deux étaient d'excellents glaciéristes. C'était la grande forme, là, c'était en septembre 47. Voilà, alors là, il est en train de tailler une marche. Alors, il taillait une marche dès que la neige tournait en glace ou dès que les conditions devenaient difficiles. Là, il est sur une espèce de baignoire. Peut-être qu'il installe un relais, quoi. Alors là, on passe direct à une toute autre face. C'est la face nord du plan. C'est une photo qu'on a choisie parce que c'est une photo d'ambiance. C'est une belle pente à 55 degrés. Ils sont en toute pointe. Ils sont dans une espèce de brume, de brouillard.
C'est deux grands alpinistes de l'époque, Karekin Gurekian et Marc Dugy, avec Contamine, dans une répétition d'une voie qui avait été ouverte par Armand Charlet à la face nord de l'Aiguille du Plan. Cette photo, je l'aime beaucoup, elle a vraiment une atmosphère assez menaçante, très bien. Alors là, ça a été un peu, on va dire, le terrain favori de Contamine. En tant que professeur de l'ENSA, et grâce au téléphérique de l'Aiguille du Midi, il pouvait être immédiatement sur le théâtre des opérations, donc au col du Midi. Et en face de vous, vous avez ce qu'on appelle donc le Mont Blanc du Tacul, la face nord, avec le triangle très caractéristique, le triangle du Tacul, qui fait environ 350 à 400 mètres maximum, qui est une paroi mixte, rocheuse et glaciaire. Alors il y a une voie en son milieu, qui est ce qu'on appelle la voie Contamine-Mazot, qui a été ouverte avec Pierre Mazot par Contamine en 1963. C'était un peu la dernière voie, en fait, je crois, ouverte par Contamine. Elle passe au cœur du triangle, elle monte globalement au mieux dans l'axe dont on voit dans la partie centrale. Et ensuite, à gauche, il a ouvert un certain nombre de voies. Il y a la Contamine Négri, entre autres, la Contamine Cassin, dans les grandes pentes de neige que vous voyez, neige-glace à gauche, au-dessus d'une barre de sérac. Alors il y a une voie qui suit rigoureusement le triangle du Tacul sur sa gauche. Il y a une voie qui prend en écharpe toute la pente, en diagonale, et il y a une voie plus ou moins directe. Et tout arrive donc au sommet du triangle, et ensuite vous pouvez continuer jusqu'au Mont Blanc du Tacul. Alors paraît-il que c'était un peu le terrain d'exercice de Contamine, il y allait avec ses stagiaires, il les faisait cramponner dans ce type de pente pour voir leur aisance. Voilà. Voilà, ici c'est ce qu'on appelle les grandes pentes, on appelle ça un pan de rideau, et ça monte effectivement directement au sommet du triangle du Tacul. La Contamine et Mazot, vous la commencez ici, et vous partez au mieux dans des grandes pentes, c'est à 50, 55. Il y a un peu de mixte sur la fin, ça dépend des années, des périodes, des étés. Et là, vous avez une goulotte qui est très connue, qui a représenté pendant très longtemps un peu c'est un terrain d'entraînement pour ce qu'on appelle la goulotte Chéré, qui fait, elle, 70 à 75 degrés, qui est nettement plus dure, où on s'exerçait déjà à l'époque, dès la fin des années 70, au piolet traction. Et par ailleurs, donc, la voie normale du Tacul, c'est-à-dire la voie de descente, qui est elle aussi plus ou moins difficile selon les années. Et on voit donc voilà, le téléphérique juste à gauche qui passe. Vous êtes au cœur de la vallée Blanche, et au fond, le Grand Capucin, ici. Très belle photo en couleur. On a choisi quelques photos couleurs pour... Alors là, c'est une photo, c'est le fameux débat. Donc André Contamine était un peu le défenseur d'une technique classique qui consistait donc à utiliser un seul piolet et par ailleurs ce qu'on appelait le cramponnage toute pointe, c'est-à-dire de faire en sorte que toutes les pointes des deux crampons mordent dans la glace. Alors il a été appuyé pour ça par le grand pontife à l'époque de la glace, qui était Armand Charlet, qui était son aîné. Là on le voit à l'entraînement, là c'est une photo magnifique, et on voit effectivement à quel point cette technique, elle peut être relativement plutôt difficile. Vous avez des moments qui peuvent être, à partir du moment où là il a ancré son piolet, à partir du moment où il va désancrer son piolet, il aura les deux pieds solidement dans la glace. Mais il n'aura rien d'appui au cas où il y a un problème. Si l'un de ses pieds ripe ou autre, il ne pourra pas s'arrêter donc avec le piolet. Et par ailleurs, ce qui est le plus frappant, c'est les chevilles. C'est-à-dire que là, les chevilles on les travaille au maximum. Du coup, il avait un surnom qui est passé, en fait, c'est un surnom qui est passé d'Armand Charlet à Contamine. C'était l'homme aux chevilles de caoutchouc. Là, c'est une belle photo, elle est bien dynamique. Et il est en train d'essayer de cramponner avec la jambe, alors jambe gauche en bas et jambe droite, il va taper dans la glace. Très beau mouvement, voilà. Alors à l'ENSA, ça c'est un passage de crevasse classique sur un pont. Quand les ponts sont trop fragiles, d'une part on s'assure.
Le premier passe. Avant de faire passer le second, on allège au maximum son poids, et pour l'alléger encore plus, pour répartir le poids sur le pont, on passe carrément à plat ventre. Là aussi, c'est une très belle photo, hein, c'est toujours le fond contamine, hein, on est vraiment... il a pu, en tant que professeur de l'ENSA, multiplier justement ce type de photos pédagogiques, mais en même temps, donc effectivement, sur le terrain. Alors là, c'est pour montrer que par ailleurs, on pouvait utiliser déjà à l'époque, malgré donc l'enseignement orthodoxe officiel dispensé à l'ENSA par Contamine, on pouvait déjà en fait cramponner face à la pente. Là, ce monsieur, en fait, il a 2 piolets, il est de face et il est en piolet appui et il est face à la pente. Il cramponne les pointes avec les pointes avant de ces 2 crampons. C'est une, comment dirais-je, une position beaucoup plus, d'un point de vue anatomique, beaucoup plus logique, beaucoup plus naturelle, beaucoup moins fatigante. C'est celle qui a été adoptée après les années, à partir des années 70, dans ce qu'on appelle la technique du piolet-traction. Elle permet de progresser avec une grande sécurité et à moindre effort en particulier. Donc, alors sur des pentes pas très raides, là c'est pas très raide, hein, c'est bon, je sais pas, ça doit être à 45-50, mais elle permet du coup, par contre, de passer très facilement ou relativement facilement des pentes à 65, 70, jusqu'à quasiment 80. Ensuite, on a encore dépassé, on est allé en cascade de glace encore au-delà de 90. Très belle photo au Bausson, là, la glace, là, ça fait un drôle d'effet là sur grand écran. Et là, il est à l'entraînement, donc visiblement, il se fait prendre en photo. Toujours les mêmes techniques, toujours un seul piolet. Et voilà, là aussi, alors là, à mon avis, il a dû mettre une broche à glace, c'est pour montrer les techniques d'assurage. Et là, il est face à la glace. Technique de descente face au vide, avec les anneaux à gauche, le piolet à main droite, et il descend sur une arête. Alors toute la technique Contamine, en fait, elle ne permet pas de franchir des passages au-delà de 60-65 degrés, mais elle demande une très grande aisance, en particulier dans ce type de terrain à 45-50. C'était beaucoup de glaciéristes ont admiré Contamine d'avoir pu effectivement l'enseigner et maintenir avec sécurité, en fait, de pouvoir franchir pendant pratiquement 30 à 40 années de nombreux passages de cette manière. Mais là, en descente, en général, alors, on utilise la technique qu'on a vue là. Là, c'est à l'entraînement, piolet. Alors, piolet canne, celui qui est en bas, piolet rampe au milieu, piolet ancre, le dernier qui est le plus haut. Et ils s'amusent, donc là, c'est probablement des élèves de l'ENSA qu'on a pris en pleine action. Et toujours, vous observerez, effectivement, en particulier sur celui du bas, là, le tout de pointe, sur des crampons qui, en général, avaient 10 pointes. Oh là, alors là, effectivement, là, on saisit sur le vif à quel point ça pouvait être difficile et technique de progresser à la manière de Contamine dans ce type de terrain. Là, maintenant, actuellement, on progresse très, très différemment. En tout cas, on ne s'amuse pas, effectivement, à se tordre les chevilles comme il le faisait, là. En plus, là, c'est de la glace, c'est une glace assez raide. Et là, on a mal pour lui, hein, quasiment. Là, quand on regarde en particulier sa jambe gauche, là, et donc, il est en piolet encre, toujours avec son seul piolet. Là, il est de face. Alors, il a probablement une broche à glace à main droite, un piolet à main gauche. C'est probablement aussi en école d'escalade au Bausson. C'est un mur qui est, à mon avis, il est presque vertical, hein, 85-90. La glace des Baussons, elle permet en particulier elle permettait, maintenant je ne sais pas, il faut monter assez haut, mais à l'époque, le glacier descendait, on y était en un quart d'heure, on faisait beaucoup d'escalade de glace sur une glace qui était relativement tendre et assez sûre.
Et donc là, il fait une démonstration sur un mur qui doit être à 85, 85-90, peut-être surplombant sur la fin. Et il est de face. C'est pour montrer en fait qu'à l'occasion, il enseignait aussi les deux techniques. Alors là, elle est très amusante, c'est une descente, les crampons bottent. Donc là, c'est pareil, c'est une photo pédagogique. Il a pris ses stagiaires à la descente, c'est-à-dire que vous avez la neige qui se forme sous les crampons, ça forme des sabots. Et très rapidement, en fait, donc du coup, vos crampons ne sont plus du tout efficaces et vous vous retrouvez en fait c'est relativement dangereux, c'est-à-dire que il n'y a plus aucune morsure, aucune adhérence des crampons et il y a souvent des accidents, en particulier dans des descentes de voie normale, dans l'après-midi où les crampons bottent comme ça. Ouais. C'est un danger. Il y a eu plusieurs accidents, par exemple à la voie normale de la Tour Ronde. Voilà le pilier du Grand Du, le pilier sud du Grand Dru. Donc c'est une des grandes voies d'André Contamine. Alors sur la gauche, vous avez la voie normale, ouverte voilà. Et ici, vous avez le Grand Dru. Donc le Grand Dru ici, et grosso modo, je ne vais pas vous faire tout le détail du pilier sud. Il y a la voie Contamine-Bastien avec Michel Bastien en 1952. Ils sont partis à peu près dans l'axe du pilier. C'est une voie qui fait 650 mètres. C'est bon, moi, je l'ai faite. J'ai trouvé ça. Effectivement, il y a des très très belles longueurs d'escalade. C'est pas si facile. À l'époque où je l'ai faite, c'était pas beaucoup répété et c'était assez expo, on va dire. Et pratiquement pas d'équipement en place. Moi, je l'ai faite au début des années 80. C'est une des plus belles voies Contamine, c'est surtout sur un grand sommet symbolique, le Dru. Voilà, alors là on les voit, Contamine à droite, Bastien à gauche, et là ce qui est bien c'est qu'on voit le type de lunettes qu'ils avaient à l'époque, les lunettes rondes. Typique fissure, au Grand Dru, grand écart, fissure large, raide, pas beaucoup d'assurance. Alors, c'est considéré comme le chef-d'œuvre de Contamine, d'André Contamine, c'est ce qu'on appelle la face ouest des Petites Jorasses. C'est une voie de 700 mètres. Alors, les Petites Jorasses, quand vous remontez la mer de glace et le glacier de l'Échaud, vous les voyez à gauche des Grandes Jorasses. Alors, ça a pas beaucoup de gueule, mais plus on s'approche, plus on s'aperçoit que ça a de la hauteur. Ça fait 700 mètres, les Grandes Jorasses en font 1200, la Walker. Mais c'est 700 mètres particulièrement raide, dans un très beau rocher, grisâtre. Et c'est une face qui est barrée, on le voit là, par plusieurs surplombs. Donc, pour Contamine, ils étaient 3. Le problème, c'était effectivement de passer cette zone surplombante. Alors là, au départ, vous avez un dièdre très évident qui monte là, et ensuite, il a fallu passer ce verrou surplombant. Ensuite, il louvoie dans ces grandes dalles, et ils vont atteindre ce qu'on appelle, après il y a une grande traversée, ils atteignent le névé triangulaire ici. Et du névé triangulaire, vous avez une traversée qui est célèbre, d'une 40aine de mètres, qui vous remet dans l'axe du sommet. Alors ils étaient 3 pour les Petites Jorasses, c'est une ascension qui est devenue très, très vite classique, c'est du 5 sup, très aérien, pas du tout athlétique, généralement en dalle, à part 2 ou 3 surplombs, surtout le surplomb qui ferme le premier grand dièdre. Et ils ont fait un bivouac. Ils ont fait un bivouac à droite du névé triangulaire, là on le voit, c'est indiqué, après une traversée de 40 mètres à droite. Et ce qui est amusant, c'est que c'est en 1955, et Contamine avait 36 ans, c'était son premier bivouac en haute montagne. En fait, Contamine, il faisait comme son maître Armand Charlet, son maître mot, c'était la vitesse, la rapidité. On ne bivouaque jamais. Donc, la plupart des voies qu'il avait pu faire dans sa carrière, jusqu'aux Petites Jorasses, lui avait permis, donc, sa rapidité, son aisance lui avait permis de passer dans la journée et de ne jamais bivouaquer dans la paroi. Là, en l'occurrence, il bivouaque à presque 200 mètres du sommet. Un bivouac assez inconfortable. Là, c'est une photo magnifique des Petites Jorasses qui vous montre à quel point le mauvais temps peut transformer
une face entièrement rocheuse, en une face quasiment entièrement neigeuse, dans la mesure où c'est une face ouest, donc elle prend le mauvais temps de plein fouet. Et lorsque vous avez du vent, une neige un peu mouillée, une neige un peu collante, ça donne un peu assez rapidement cela. Et ça peut être particulièrement difficile. Moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque dans mes débuts, j'ai eu une tempête de cet ordre dans les Petites Jorasses et on s'est retrouvé à se débattre dans des conditions telles que vous pouvez les voir là, c'est-à-dire c'est que de la glace, neige, glace. C'est particulièrement difficile, c'est particulièrement exposé. Voilà, c'est bien pour montrer justement la différence entre une phase par beau temps sur rocher sec et puis là une phase par mauvais temps ou après le mauvais temps dans des conditions exécrables où chaque longueur peut devenir absolument extrême, même une longueur relativement facile. Alors là, écoutez, c'est toujours la même équipe. C'est Contamine à gauche avec son pote Labruni. Alors là, c'est assez curieux. On dirait qu'il il essaye de pitonner. C'est toujours aux Petites Jorasses. J'ai reconnu ça un peu au rocher parce qu'il n'y a pas d'autre indication. Et il utilise une méthode, qui n'est plus du tout orthodoxe, évidemment, mais qui est assez, on va dire, cocasse. C'est-à-dire que, courte échelle. Enfin là, en l'occurrence, il a dû mettre un pied sur une épaule. Et son compagnon le tient. Il met un clou, probablement au départ d'un relais d'une longueur, pour s'assurer. Voilà, le type d'escalade, on le discerne mal, là c'est en fissure. Alors un étrier, donc pour le passage des surplombs, on pouvait mettre 1 ou 2 étriers. Là, en l'occurrence, à mon avis, c'est à la sortie du grandier de surplombant. Il y a un passage un peu technique, ils ont dû mettre un étrier pour passer, un clou, un étrier. À l'époque, c'était admis. Maintenant, c'est une escalade entièrement libre. Voilà, c'est typique. On voit en fait que c'est raide, mais que c'est pas si raide que ça. C'est la caractéristique des Petites Jorasses. En fait, c'est une immense dalle coupée par des surplombs. Et ça permet une escalade très agréable, pas très athlétique. Voilà, on le voit en fissure, dans une belle dalle. Là, grand dièdre de départ. Une traversée, là aussi assez technique, sur sa gauche, il passe un angle, grand écart, toujours aux Petites Jorasses, toujours sur ce rocher magnifique, très compact, mais très bon, c'est un des meilleurs rochers du massif du Mont Blanc. Et donc l'équipe, le trio, avec Contamine au milieu, Labruni à gauche, et Bron à droite. C'est sur la mer de glace, probablement. Alors, l'aiguille du Midi, là aussi. Alors là, l'aiguille du Midi, c'est une voie Contamine. C'est une de celles qui est les plus proches du téléphérique. C'est l'une des qui a été les plus reprises avec la Rébuffa qui est à côté. On les voit à l'attaque. C'est une voie qui fait pas tout à fait 200 mètres. Le rocher est très différent des Petites Jorasses, là on va le voir sur des photos couleurs. À l'attaque, on démarre dans la neige. Tout de suite, on voit à quel point c'est compact. Toujours à l'aiguille du Midi. C'est une voie qui fait 190 mètres, très exactement. Alors à l'époque, je sais qu'elle avait une mauvaise réputation parce qu'on disait qu'elle était quasiment sous le téléphérique, sous les bennes d'Elbronner, quoi. Et c'est vrai que la Rébuffa, elle est plus décalée à gauche. Moi, j'ai fait la Rébuffa, on voit pas trop les bennes. Là, je pense que sur la Contamine, on doit se sentir vraiment sous les bennes, donc un peu en spectacle. On se donne plutôt en spectacle, effectivement. Là, on va avoir toute une série de photos couleurs où on verra ce qui caractérise la protogyne de l'aiguille du Midi, c'est-à-dire que c'est du rocher très coloré, c'est de la protogyne fauve, rougeâtre. Voilà une photo couleur. C'est pour vous donner une autre idée donc du granit du massif du Mont Blanc. C'est très belle photo, vue de profil. On les voit à l'angle d'un surplomb. Il y en a un qui est sous le surplomb qui traverse et l'autre qui est en pleine dalle avec cette belle couleur fauve de la protogyne. Là, c'est très impressionnant comme photo.
Là aussi, pareil, hein, donc on voit la couleur. C'est 2 cordées qui se suivent. Alors à l'époque, il y avait des parties artificielles. Maintenant, je pense que tout se fait en libre. Comme la Rébuffa, comme toutes les voies à l'aiguille du Midi, tout a été libéré. Très belle photo. Alors on voit, on est au-dessus du col du Midi. Là, c'est apparemment une longueur d'artif, puisqu'on voit les artificiels. Les points se succèdent très rapprochés dans la dalle. Avec un seul mousqueton, d'ailleurs, tiens, sur les pitons. Très jolie photo plongeante. Alors ça, c'est la classique des classiques, qui est faite et refaite maintenant à la pointe Lachenal. C'est une pointe qui a été baptisée donc en hommage à Lachenal, qui est mort dans une crevasse pas très loin, sur la Vallée Blanche. Là, vous êtes en pleine Vallée Blanche, au début, et vous avez la pointe Lachenal, une voie là maintenant qui est, comme un certain nombre, comme celle d'ailleurs de la Contamine de l'aiguille du Midi, qui est une voie très classique. Alors là, ils sont 3 à nouveau. On les voit au pied. Là aussi, on peut remarquer les bonnets, le sac, l'air décontracté. Bon, il faut dire que bon, l'environnement est assez sympathique au départ de la Lachenal. C'est un glacier pas très crevassé. Les préparatifs, le sac, chaussures Vibram, non pas de chaussons, première longueur, il assure, clope au bec, le chapeau par terre, non, visiblement très détendu. Et c'est une voie qui a été faite entièrement en tête par un Suisse qui s'appelait Robert Vauschlag, Pellbross, qui était un grand spécialiste du Salève, qui était un rouquin que j'ai eu l'occasion de connaître plus tard. Et bon, son surnom, Pellbross, je pense que c'était à cause de sa chevelure, j'imagine. Et donc il l'a fait entièrement en tête. Alors à l'époque, dans certaines fissures, il mettait des coins de bois, il passait pas en libre. Voilà, typique, ça c'est une longueur clé, la longueur clé en fait, une fissure large que vous passez en libre maintenant. Celui qui est en tête, là, Robert Vauschlag, il a mis quelques coins de bois, il a dû se faire un peu peur, dans la mesure où lorsque vous grimpez en équipant, vous avez rapidement, c'est nettement plus difficile que pour ceux qui répètent les voies. Et là, il a un gros sac, là, c'est le deuxième, le troisième est derrière, là. C'est très raide, la pointe Lachenal. Je pense que le rocher est plus clair que la Rébuffa à l'aiguille du Midi, mais il est très beau aussi. C'est un granit plus clair. Voilà, dans les dalles. Ils sortaient assez vite les étriers à l'époque, pour équiper en particulier, donc effectivement, taper un clou, un coin de bois. Voilà, Pellbross, avec toute une batterie de clous, d'étriers, ce qu'on appelle les pédales, au début de sa longueur. Et au sommet, il a une bonne tête, et c'est vrai que moi je l'ai connu dans les années 80, il était encore... bon, il grimpait plus trop, mais il avait encore la bonne forme. Je l'ai rencontré au pied du Peñón de Ifac, je ne sais pas si vous connaissez, en Espagne. Il nous avait indiqué un certain nombre de voies. Un personnage très sympathique qui vivait avec une certaine Erika Stagni, qui était plus âgée que lui, et qui était une riche rentière de Genève. Voilà. Photo au sommet. Alors là, vous êtes en face de l'aiguille verte, donc là aussi, comme le Dru, grand sommet de la vallée, grand sommet du massif. En face de la face nord de l'aiguille verte, avec ses différents couloirs. Dans l'axe du sommet, vous avez ce qu'on appelle le couloir couturier, donc ça c'est une voie Charlet, donc le maître de Contamine. À droite, vous avez le couloir Cordier qui a été ouvert en 1876, c'est une des réussites les plus exceptionnelles de l'époque.
sous les séracs. Et au milieu, vous avez ce qu'on appelle le triangle de l'aiguille verte. Alors le rêve de Contamine, donc effectivement, c'était de faire une espèce de directissime, qui directissime à la calotte. Ce qu'on appelle la calotte, c'est ça, cet ensemble, et le triangle. Voilà. Donc il y avait à ce moment-là, à l'époque, il n'y avait aucune voie dans le triangle. Et ils ont donc attaqué, c'est en 1962, avec Georges Payot, entre autres, Labruni, toujours reconnaissable, cigarette. Là, ce qui est amusant, ce qu'apporte la photo, c'est l'usage du casque en 1962. Ça s'est assez rapidement répandu dans les années 60. Auparavant, ils grimpaient sans casque. Donc là, vous avez le contraste entre l'homme sans casque et l'homme casqué. Et là, ils sont sur la calotte de l'aiguille verte. C'est pas très raide, mais c'est très beau. C'est une très belle ascension, arrivé au sommet. Alors l'homme casqué, c'est ni plus ni moins André Contamine, là, qui brandit son piolet. C'est une voie qui fait 1000 mètres. Et c'est l'une des premières photos où on voit des alpinistes français avec le casque. En fait, le casque qui s'est répandu à partir d'une répétition à l'Eiger d'alpinistes autrichiens, de 2 alpinistes autrichiens, Dimberger et Wolfgang Stephan, qui ont mis le casque, parce que la Liger était réputée pour ses chutes de pierre. Et ils sont revenus, ils ont dit, sans casque, probablement qu'on serait mort. Donc, on a décidé à ce moment-là de recommander le casque, en particulier à l'ENSA, le port du casque en montagne en particulier, dans des voies mixtes ou rocheuses. Ça évite effectivement, en cas de chute de pierre, ça permet quand même d'atténuer le choc. Voilà, c'est la remontée sur la calotte, à droite des séracs. Alors à l'époque, en 62, vous aviez des séracs absolument exceptionnels, là, sur le sommet de l'aiguille verte. Ils remontent l'arête, là, l'arête qui suit ce qu'on appelle le triangle. Ils remontent l'arête vers le sommet. Ouais. Alors là, il faisait des photos pédagogiques pour montrer les différentes techniques de prise, les différentes techniques d'escalade, différents types de prises et techniques de préhension. Voilà. Alors, ce qui est curieux ici, c'est qu'il a une montre à gauche. Il me semble que lorsqu'on grimpe, avoir une montre, au poignet, c'est peut-être pas vraiment le recommandé. C'est sur une espèce de réglette. Là, il est par contre en opposition, technique d'opposition classique, un début de Dulfer. Ouais. Voilà, le pied sur une bonne prise. Ils sont là, vous le voyez, en vibram, donc les chaussures qui ont été vulgarisées, qui sont répandues immédiatement après-guerre, ouais, qui ont permis pas mal de réalisations. Ouais. À la fois sur la neige comme sur le rocher. Ouais. Là, c'est sur une arête, là, une photo pédagogique encore. Ouais. Alors là, vaste sujet, l'escalade artificielle. Alors c'est un type d'escalade qui s'est répandu dans les années 50. On en a imité en fait les Italiens, des Dolomites en particulier. Et on s'est attaqué systématiquement soit à des parois lisses, soit à des toits. Là, c'est l'escalade d'un toit avec des étriers. Là, il cloute, il est en train d'équiper un toit. On voit les clous qui pendouillent, le marteau main droite, il tient la main gauche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'escalade artificielle, c'est très physique. C'est des positions, vous êtes souvent, en particulier dans des toits, vous êtes dans des positions très inconfortables, très fatigantes. Vous êtes un peu à la renverse, au-delà de la verticale, comme disait Livanos, qui en fut un spécialiste, en particulier dans les Dolomites. Et là, vous le voyez, donc il y a le marteau qui pendouille entre les jambes. Passer d'un clou à l'autre, c'est difficile en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en second, le passage d'un toit peut être aussi très difficile, voire même pour un second inexpérimenté, cauchemardesque. Parce que pour passer d'un clou à un autre, vous tournez dans le vide, et ensuite vous n'avez pas une technique pour récupérer vos étriers, et a fortiori pour dépitonner, vous êtes très mal. Donc moi j'ai des souvenirs comme ça, une fois dans
dans le Verdon avec un second qui a découvert l'artificiel dans la paroi rouge. Il y a un grand toit dans la paroi rouge et qui m'a laissé en fait tout le toit équipé. Il était incapable de récupérer les étriers. Ouais. Alors ça a été, à partir des années 70, c'est un type d'escalade qui a été décrié puisqu'on a introduit l'escalade libre, sans se tirer au piton, ni a fortiori mettre des pédales. Mais ça avait aussi sa difficulté, donc on avait créé un système de cotation par rapport à l'escalade libre, 1 à 2, à 3, à 4, maintenant on est à 5, voire à 6. Et c'est en fonction de la résistance des points que vous sollicitez, des pitons que vous sollicitez. Si les pitons peuvent s'arracher sous votre poids. Là, on voit à quel point c'est technique, hein, l'escalade artificielle. Hein, le passage des étriers, là, il est assis. En plus, à l'époque, ils avaient des baudriers quand même moins confortables que les nôtres, tandis que maintenant, avec les baudriers actuels, bon, ça serait plus confortable. Hein. On se fait plus ou moins aider par le second, on lui dit de tirer, de bloquer, mais c'est des belles photos d'équipement de toit dans l'aiguille du Midi. Et là, vous êtes au Mont Blanc du Tacul, sur le versant nord-est du Mont Blanc du Tacul. Alors là, c'est un peu pour illustrer en fait le passage de la génération Contamine. Donc Contamine, les voies Contamine, c'était des voies classiques. Là, ce qu'on voit, c'est une succession de couloirs. C'était des couloirs classiques, c'était ce qu'on faisait à l'époque. Des couloirs à 55, voire à 60 degrés, avec des parties à 60 degrés. Là, à droite, là, vous avez le Gervais-Uti, avec sa sortie à gauche dans les la grande corniche, là-bas. Et c'était des pentes donc qu'on pouvait remonter en toute pointe. À partir des années 70, on s'est attaqué à ce qu'on appelle les goulottes. Et en particulier, on s'est attaqué, là, vous avez une goulotte qui est célèbre, qui symbolise tout le passage d'une génération à l'autre, on va dire de la génération Contamine à la génération Séchinelle ou la génération Gabarou, qui consiste à remonter directement dans des goulottes très encastrées, là en l'occurrence le super couloir, avec des passages qui peuvent aller jusqu'à 80, 85, voire 90 degrés. C'est des voies qui font 800 mètres, la goulotte elle-même fait 400 mètres, et ça n'a été possible qu'à partir du moment où on a, d'une certaine manière, tué le père, c'est-à-dire les pères Contamine et Charlet, et on s'est donné la possibilité d'utiliser 2 piolets pour faire du piolet traction et d'être face à la glace, face à la neige, et de cramponner en pointe avant directement. Donc là, vous avez le versant est du Tacul, vous avez énormément de goulottes, de possibilités. Bon, actuellement, pratiquement tout a été exploité. Il y a des goulottes qui n'existent évidemment que l'hiver, d'autres, au printemps, qui se forment, qui disparaissent. Là, je pense qu'avec le réchauffement, il doit y avoir, ou les hivers secs, il doit y avoir des moments où il doit y avoir très peu de glace, y compris dans le super couloir, qui est devenu, on dira, la classique des classiques en matière de difficultés glaciaire de piolet traction. Et là, c'est les arêtes de Rochefort, tout banalement. C'est un peu pour montrer un peu le type de photo qu'ils pouvaient faire, qui a été imité. Bon, si on peut parler d'imitation, de toute façon, le terrain est là. Hein. La photo antérieure aussi du Mont Blanc du Tacul, ça a été vendu en carte postale. Ça, c'est probablement aussi, ça a été vendu en carte postale, je pense, dans les années 60-70. Dans les librairies de Chamonix, c'est les arêtes de Rochefort avec le banc de brume côté italien qui monte et les Joras au fond. Et donc, retour à la case départ, donc l'euphorie des montagnes. Ce qu'on a voulu montrer, donc, on le dira, c'est la palette de Contamine en matière de photos. Il a fait des photos d'action, des photos pédagogiques, des paysages. Il a, en fait, tout au long de sa carrière, il n'a pas cessé de faire des photos. Au total, on a passé quand même une semaine à trier le fond qui était énorme, plus de 5000 photos. Et on voudrait donc justement rendre hommage à la fois, pas seulement à l'alpiniste, mais au photographe,
à l'artiste qu'il fut, qui malheureusement n'a pratiquement rien écrit. Il a écrit quelques articles, en particulier un récit des Petites Jorasses, il y a un récit aussi du triolet, de la Directissimo triolet. On s'est interrogé, est-ce qu'il n'avait pas laissé des inédits dans ses bureaux? On n'a rien trouvé de très long, il a malheureusement pas écrit de mémoire de façon systématique, et surtout, ce qu'on n'a pas réussi à trouver, c'est son carnet de courses. Parce qu'en tant que professeur à l'ENSA et qu'en tant que guide, il était tenu d'avoir un carnet de courses. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le carnet d'Armand Charlet, le carnet de courses. Armand Charlet, qui était donc le maître de Contamine, que vous avez vu là au début. Et tout est recensé. Tout est écrit, c'est-à-dire que les conditions, le temps, les compagnons de cordée, les difficultés, chute ou pas, et ainsi de suite. Et Contamine, en fait, en tant que professeur de l'ENSA, il a dû avoir un carnet de courses très circonstancié. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas trouvé. Donc maintenant, pour l'instant, on s'interroge. Est-ce que ça a été perdu dans un déménagement ? Il paraît que les caves de l'ENSA ont été inondées à une époque. Donc en tout cas, c'est perdu, ce qui est bien dommage. Alors ce qui nous reste, effectivement, maintenant, c'est les photos. C'est les 5000 photos qui nous permettent de retracer toute sa carrière. Et en fait, on cherche à développer, éventuellement, à continuer l'exposition par une biographie. On cherche un éditeur qui nous permettrait de faire une biographie complète d'André Contamine, et à travers lui, de toute cette génération de l'alpinisme classique. Alors lui, il est beaucoup moins connu. Ça serait l'occasion, justement, de le mettre en lumière, en particulier ce personnage qui a vraiment incarné l'alpinisme pendant 40 ans, en tout cas l'alpinisme officiel à l'ENSA, et qui a été un découvreur dans le massif du Mont Blanc. Là, on a cité simplement un certain nombre de voies ouvertes, mais il en a ouvert pratiquement 30. Certaines, on n'en a pas parlé, mais vous avez par exemple la Facesse du Moine, qui est une grande classique, la Contamine au Moine. Vous avez la Contamine Vaucher au Peigne aussi, qui est faite et refaite, qui a même pas une demi-heure, enfin 1 heure à tout casser, le pied de la Contamine Vaucher du plan de l'Aiguille, du téléphérique. Donc c'est pour dire un peu la richesse, voilà. Et par ailleurs, en Himalaya, il aura fait quand même une expédition, une très belle réussite, même si c'était pas une première. Mais c'était la deuxième ascension par une voie nouvelle de la tour de Mustag en 1956, avec Guido Magnon, entre autres. Guido Magnon, qui est un grand alpiniste aussi de cette période. Merci beaucoup, Gilles. C'est toujours un exercice difficile de condenser une vie si riche en 1 heure et quelques de temps, donc bravo. On va prendre quelques questions. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Profitez-en, c'est un moment aussi d'échange. Merci. Oui, j'ai eu la chance de le connaître très bien parce que j'ai travaillé aussi avec lui. Même qu'il fut bien plus que mon aîné. Je l'ai connu bien sûr quand j'ai fait mes premiers stages de ski, de moniteur et de guide, d'aspirant guide. Alors André Contamine avait plein d'humour. Il était, d'autres on parlait des contamineries, parce qu'il aimait bien les jeux de mots. Et dans les plus célèbres, il ne faut pas confondre monter-descendre et descendre-monter. Par exemple, ça, c'était les contamineries. Et à part ça, évidemment, que quand on l'avait comme professeur, c'était quand même une pointure, et c'était un sacré bonhomme. Surtout, alors on a beaucoup parlé du magicien de la glace, qu'il était sur la glace, c'est vrai, mais c'était un grimpeur extraordinaire, un grimpeur
très très doué, qui avait l'habitude de dire on ne met jamais les mains plus haut que les oreilles. On grimpe avec les pieds, on ne grimpe pas en se tirant sur les bras. Et c'était ça qui faisait la valeur de la technique, surtout les techniques d'adhérence. C'était difficile d'adhérer avec les grosses chaussures Vibram. Pourtant, on faisait du grattonnage, évidemment. C'est pour ça que les chaussures étaient très très dures, voire même durcies par une lame de fer, tu te souviens d'acier, notamment les chaussures Terret, ceux qui ont connu les petites Terret étroites et très très rigides. C'était l'époque du grattonnage. Donc. Voilà, autrement, après, j'ai eu la chance de travailler un petit peu avec lui en étant déjà prof. Alors lui, il avait été nommé à la fin de carrière plutôt une sorte de contrôleur de l'enseignement de la montagne et du ski, qui avait remplacé un peu Coutaz et d'autres. Et puis il a fait quelques années encore plutôt dans les bureaux, mais il venait de temps en temps, quand les courses lui convenaient, avec nous et avec les stagiaires. Moi, j'ai eu la chance aussi, grâce à lui et Rebuffa, de connaître et d'emmener pendant à peu près 25 ans un de leurs amis clients qui s'appelait Hitoshi Kondo, qui était un des grands, en tous les cas des plus connus alpinistes japonais. Il a écrit beaucoup de livres, il a traduit tous les livres de Rebuffa, tous les autres de montagne en général. Il a fait plein d'ouvrages. Et donc, c'est Rebuffa et Contamine qui l'emmenaient sur toutes les voies assez classiques de l'époque. Puis après, c'est moi qui ai pris la suite. Et pendant très longtemps, j'ai fait des courses avec Monsieur Kondo. Donc on se voyait en plus par l'intermédiaire de cet ami à eux japonais de temps en temps au travers des courses qu'on faisait dans l'été avec ce monsieur Kondo. Eh bien on rencontrait bien sûr à nouveau Contamine et c'était toujours un grand plaisir parce que mon beau-père, Jean Coutet, que vous connaissiez, me disait tout le temps, ils étaient amis, mais ils étaient pas plus proches que ça. Autant Jean Coutet était extrêmement proche de Lachenal, Rebuffa, autant Contamine, il y avait une petite nuance, enfin ils étaient compagnons, mais sans plus. Et puis une fois, il m'a dit, Jean Coutet, quand il était jeune, Contamine était dur, il était plus que rugueux, il était rustique. Et c'était un bonhomme assez froid, assez austère. Mais après, quand on l'a connu nous, quand je l'ai connu moi, c'était un plaisir de voir André Contamine. Et c'était une chance toujours d'avoir comme grand, on va dire grand frère ici à l'ENSA, quelqu'un comme Contamine. Mais il était plein de... C'est dommage qu'il n'ait pas écrit beaucoup de choses, parce qu'effectivement, autant Rebuffa et les autres ont énormément écrit. Lui n'a pas dû écrire grand-chose, c'est vrai. Est-ce qu'il avait des carnets comme on a tous, genre agenda, où on met ce qu'on fait presque tous les jours? En tous les cas, c'était pas du tout le même genre que Armand Charlet, qui lui marquait exactement tous les jours tout ce qu'il faisait, les impressions qu'il avait lui, les impressions par rapport à ses stagiaires évidemment, ou ses clients. Alors, à travers les photos, il y a des souvenirs qui reviennent. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont dans les voies. Il faisait un petit peu, à notre époque, on avait l'impression que avec Rebuffa faisait une nouvelle voie en rocher, Contamine en faisait une à côté. C'était souvent comme ça. C'était aussi pas une concurrence, mais enfin c'était un petit peu, il se tirait un petit peu la bourre quand même.
de temps en temps, surtout en rocher. Et la voie Contamine à l'Aiguille du Midi, elle est très belle, elle est très directe. Lui, ce qu'il cherchait, c'était faire le plus direct, comme tu disais tout à l'heure, au triangle, de faire une voie la plus droite possible pour aller au sommet. Et c'était son aspect, enfin sa ligne de vie, c'était comme ça, c'était droit. Par contre, en ski, c'était assez amusant parce que il était un peu en fin de carrière au moment où j'ai passé mes diplômes de ski. Et j'ai eu la chance, encore une chance, vous me direz, je répète sans arrêt, mais c'est vrai, de tomber avec lui comme prof, la plupart du temps. Comme j'étais la plupart du temps avec Nano Coudray, qui est devenu un vrai ami après, mais je tombais toujours sur Contamine. Alors, ce qui était amusant, il skiait très droit, comme les skieurs de cette époque. Les chevilles pliées, évidemment, mais la silhouette très droite. N'était pas plié en quatre comme maintenant, parce qu'il n'y avait pas les chaussures, évidemment, qui retenaient de l'arrière. Donc il fallait être très très précis dans les chaussures, et donc il n'y avait pas d'artifice avant-arrière pour pouvoir se caler et se retenir. Donc il fallait être exactement au-dessus des pieds. Et il avait coutume de tourner un peu comme on dirait maintenant l'effet directionnel des skis, mais ce n'était pas encore le cas à l'époque, et il se penchait un peu, c'est-à-dire qu'il tournait un peu en bascule. Et des fois, il allait un peu loin. Alors il s'en prenait une bonne. Et donc, on était toujours en train de rigoler par rapport à ça, et longtemps après aussi. Mais enfin, c'était un personnage vraiment agréable, et c'était aussi, on parlait de la ligne tout à l'heure, mais je pense qu'en voiture, il aurait voulu avoir, quand il était jeune, il n'avait ni les moyens, ni les possibilités d'avoir des voitures puissantes, mais il avait une passion pour les voitures, il aimait bien les voitures, et à un moment, il a eu une Baguera, c'était une Simca, des voitures basses qui ressemblent à des voitures très basses, comme des voitures de course. Et il avait déjà bien mal au dos, il avait toujours un problème avec son dos. Et on souriait un petit peu, il travaillait encore à l'école à l'ENSA, et il avait cette Baguera qui était très très basse, et pour rentrer, il avait du mal déjà, pour sortir encore plus. Et donc c'était assez amusant parce que il l'a pas gardé longtemps, il a dû le garder, elle a gardé un an ou deux. Et c'est une histoire de voiture qu'il a un peu poursuivi dans son destin, parce que il changeait de voiture le plus qu'il pouvait, et puis il est parti à la retraite à 65 ans, et quelque temps après, il est allé changer de voiture chez Volkswagen à Cluse, et je connaissais aussi ce mécanicien, enfin ce vendeur de voitures, et au moment où il a signé le contrat, malheureusement, il est tombé, il a eu son AVC qui l'a terrassé. Vous voyez que l'histoire de la voiture, c'était bien triste, mais très brutal. En fait, il a pas souffert. Il a eu une fin de vie étonnante. C'était Contamine, quoi. Il nous a encore surpris. Merci beaucoup, Anselme, pour ce témoignage proche. Voilà, c'est toujours un autre éclairage très intéressant sur ces alpinistes. On va, je pense, clôturer la soirée. Gilles va être encore un peu présent parce que gentiment la librairie Landru est venue avec des ouvrages. C'est vrai que vous en avez écrit beaucoup et des très complets, donc je vous invite à les découvrir ici, principalement sur l'histoire de la montagne, l'histoire de l'alpinisme ou d'autres grandes maisons. Et je pense qu'on peut vous applaudir tous les deux et vous remercier pour cette soirée.